Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui continuent de temporiser. On est depuis quelques jours maintenant dans une phase de neutralisation, de consolidation après des mouvements très chaotiques encore la semaine dernière. Le CAC 40 et les autres indices européens tournent autour de l'équilibre à mi-séance. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen, la séance du jour qui est marquée par quelques opérations capitalistiques intéressantes, la prise de participation de CMA CGM au capital d'Air France KLM pour une participation d'environ 9% qui a été annoncée ce matin et qui vient consacrer la transformation d'un groupe comme CMA CGM, venu du fret maritime qui est devenu ces dernières années un groupe de logistique global et multimodal. Il faut dire que ces sociétés de shipping, de fret maritime ont retrouvé largement leur lettre de noblesse à travers la crise pandémique. Après des années de cycles déflationnistes, ces groupes aujourd'hui ont les poches profondes pour consolider justement ce secteur de la logistique. Et puis l'autre opération intéressante, c'est celle de Siemens Energy qui va racheter sa participation minoritaire dans Gamesa, qui va racheter les minoritaires de Gamesa, Siemens Energy qui détient 67% de l'opérateur éolien espagnol. Gamesa qui a connu une violente chute boursière depuis l'année 2021. Le titre Gamesa est au plus bas depuis mars 2020 désormais, avec ces derniers mois et ces derniers trimestres une série de profit warnings qui ont abîmé quand même la confiance du marché vis-à-vis du groupe Gamesa. Et donc Siemens Energy réfléchit à une offre en cash pour retirer la société Gamesa de la bourse espagnole. Voilà pour les opérations du jour sur les marchés. Et puis côté macroéconomique, on notera que l'inflation ne laisse aucun répit à la Banque d'Angleterre au Royaume-Uni. Une inflation au Royaume-Uni qui atteint 9% au mois d'avril, ce qui était d'ailleurs attendu par les économistes, mais qui montre qu'on peut encore considérer que l'inflation est un problème pour la Banque d'Angleterre. Et le marché estime que la BOE aura sans doute encore quelques hausses de taux à délivrer pour espérer traiter au mieux ce sujet de l'inflation, derrière le chiffre de 9% d'inflation, même en retraitant les composantes énergétiques, on trouve une inflation cœur qui évolue à un rythme de plus de 6% sur un an au Royaume-Uni. Et puis nous parlerons très largement de stratégie d'investissement avec deux invités qui nous accompagnaient pendant cette demi-heure. Nouran Charer, directeur de la gestion de Mansartis, et Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Et des marchés en Europe qui évoluent pour l'instant sans grande tendance à mi-séance. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Le CAC hésite à la mi-journée et ce malgré la bonne séance de Wall Street hier. Wall Street où le Dow Jones a terminé en hausse d'1,3% et le Nasdaq de 2,7%. Une séance qui n'aura cependant pas été linéaire puisqu'une bouffée d'inquiétude s'est fait sentir. Dans un entretien avec le journal Wall Street, Jérôme Powell a déclaré que la Fed continuerait à durcir sa politique monétaire jusqu'à la baisse de l'inflation à 8,3% sur un an en avril. Ce dernier a finalement repris ses propos en soulignant qu'il soutiendrait toutes les hausses de taux d'intérêt nécessaires jusqu'à ce que les objectifs commencent à être atteints et de préciser que des hausses de 50 points de base sont pour l'heure suffisantes. L'information initiale a provoqué un léger trou d'air. On relève comme frein aux initiatives les hésitations des marchés chinois. Si la situation sanitaire continue de s'améliorer à Shanghai, les cas de Covid au contraire se multiplient autour de la métropole, constat qui pourrait conduire à la mise en place de nouvelles mesures de restriction. Sur le plan des indicateurs au Royaume-Uni pour le mois d'avril, les prix à la consommation ont grimpé à un rythme annuel de 9%, soit un taux en forte progression de 2 points par rapport à celui du mois précédent. Il atteint donc un nouveau plus haut depuis 40 ans. En zone euro, le taux d'inflation annuel s'est finalement maintenu à 7,4% en avril, contre 7,5% annoncé initialement par Eurostat. Du côté des entreprises, CMA CGM et Air France KLM ont signé un partenariat exclusif de 10 ans
puissant visant à mettre en commun leur réseau d'avions cargo, assorti d'une prise de participation jusqu'à 9% de CMA-CGM au capital d'Air France-KLM. L'action d'Air France-KLM décolle. Euronext s'envole. Au premier trimestre, la plateforme européenne a publié une marge en hausse et revoit pour 2022 ses coûts en baisse. Et puis le titre Elior chute après l'annonce d'un plan de redressement. Si l'activité a rebondi au premier semestre, les pressions inflationnistes pèsent sur les marges opérationnelles. Le taux de fidélisation des clients ne remonte pas et aucun dividende ne sera versé au titre de cet exercice dont les nouveaux objectifs ont déçu. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Nos invités avec nous pendant cette demi-heure. Kevin Tauzet est à nos côtés, membre du comité d'investissement de Carmignac, et Nouran Charer, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour à vous deux. Kevin, je commence avec vous sur la question inflationniste, bien sûr, et je trouve que le Royaume-Uni, de ce point de vue-là, est un laboratoire intéressant, quand bien même la communication de la Banque d'Angleterre est parfois un peu chaotique, compliquée à suivre. C'est quand même la première grande banque centrale des pays développés, du G7, qui a abandonné l'idée que l'inflation était transitoire, c'était en 2021, qui a été la première à monter ses taux en décembre 2021, avec 4 hausses de taux au global délivrées depuis. C'est la banque centrale du G7 qui se retrouve aujourd'hui avec le plus fort niveau d'inflation sur un an. Bon, quand bien même les indices sont parfois difficilement comparables, mais 9% sur un an. Et c'est peut-être la banque centrale du G7 qui se retrouve la plus proche de l'idée d'une récession, en tout cas d'un fort ralentissement économique. Il y a des leçons à tirer de cette situation ? Alors oui, on a plusieurs. On en avait parlé il y a quelques temps ici. Outre la remontée des taux d'intérêt, il y a aussi comment est-ce que la Banque centrale anglaise travaille son bilan, par exemple. Et là aussi, elle a été extrêmement, on va dire, novatrice. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer ? Oui, le premier, c'est sur le front de l'inflation. C'est-à-dire que le narratif de marché qui semblait se mettre en place depuis quelques temps, et notamment vis-à-vis des États-Unis, comme quoi on avait passé le pic d'inflation, c'est vrai aux États-Unis, enfin, sans doute vrai aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai en Angleterre, ou même chez nous, de l'autre côté de la Manche. Donc ça, c'est le premier enseignement à tirer, c'est que ces 9%-là, c'est sans doute pas le point haut de l'inflation anglaise. Le deuxième, c'est que ce taux d'inflation-là, il est très élevé, et il est bien plus élevé que la croissance des salaires. Il est 2 fois plus élevé que la croissance des salaires, même un peu plus que ça. Et donc ça pose des vraies questions sur, on va dire, la trajectoire à venir de l'économie américaine. Il y a un autre corollaire à ça, c'est que les entreprises, elles sont moins velléitaires à investir, et donc ça aussi, ça grève d'autant plus la croissance future. Et donc oui, il y a un vrai risque de récession en Angleterre. Alix le soulignait tout à l'heure, un plus haut de 40 ans. La première ministre en place à l'époque, c'était Madame Thatcher. Madame Thatcher, pour répondre à ces problématiques inflationnistes, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a conduit des programmes d'austérité budgétaire, des taux d'intérêt. Alors c'est la Banque centrale qui l'a fait, qui a remonté ses taux de façon extrêmement significative. Et ça a amené à une récession qui était extrêmement élevée. Donc l'histoire, elle ne se répète pas systématiquement, et je ne le souhaite pas pour nos amis anglais. Mais oui, ça pose des vraies questions sur la trajectoire à venir. Oui, et il ne faut pas se dire que parce qu'ils sont de l'autre côté de la Manche, parce qu'ils roulent à gauche, parce qu'ils mangent de la jelly, etc., que c'est complètement différent de notre situation à nous. Non, ça illustre très bien... Parce qu'ils ont le Brexit aussi. Je rigolais avec les caractéristiques britanniques. La plus importante, c'est quand même le Brexit. Le contexte économique anglais ou la croissance anglaise, sans doute que sans l'incertitude liée au Brexit, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Elle serait peut-être un peu plus prometteuse, sans doute. Néanmoins, le taux de chômage en Angleterre, il est extrêmement bas. Il est plus bas que ce qu'il est chez nous en France. C'est aussi une économie qui a eu tendance à importer beaucoup d'inflation, qui est beaucoup plus, on va dire, exposée au reste du monde. Mais ça, c'est quand même une vraie problématique, parce que ce contexte de slowflation, stagflation, il pose une vraie problématique pour un banquier central, et notamment pour M. Bailey. Ouais, la question, alors pour M. Bailey, pour M. Powell également, on a peut-être là 2 situations anglo-saxonnes qui sont assez comparables. La question, c'est quelle est l'ampleur du choc
qui sera suffisante pour dégonfler les poches d'excès de demande qu'on peut avoir ici et là, sur l'immobilier par exemple aux États-Unis, dans le marché du travail également. On a un fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a 2 postes ouverts aujourd'hui dans l'économie américaine pour un chômeur ou un sans emploi. Quelle est l'ampleur du choc de taux, du choc de resserrement des conditions financières, du choc économique qui va permettre de rééquilibrer l'offre et la demande? Visiblement, Jérôme Powell et d'autres disent le choc n'est pas encore suffisant. Oui, c'est-à-dire que là aussi, c'est pour contenir ces pressions inflationnistes, eh bien, il faut que la Banque centrale, elle l'appuie, elle vienne taper fort. Alors, le risque anglais, qui n'est pas encore un risque américain ou européen, c'est qu'il y a une forme de désancrage des anticipations d'inflation. Désolé pour les termes un petit peu techniques, mais c'est bien ça le risque, et c'est ce risque-là auquel fait face la Banque centrale anglaise. C'est pas quelque chose qu'on voit encore aux États-Unis ou en zone euro, mais il y a bien cette menace-là d'une part. Monsieur Powell, hier, il me semble, a été assez clair, même très clair là-dessus, c'est que s'il doit y avoir des dommages collatéraux, eh bien il y en aura, et s'il doit y avoir des dommages collatéraux et sur l'emploi, et ça fait peser un risque de récession, eh bien c'est une réalité avec laquelle ils sont prêts à s'y frotter. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, parce que hausse de taux d'intérêt, ça veut aussi dire velléité de durcissement des conditions financières. Et aujourd'hui, bien les taux réels américains, ils sont repassés en positif, mais enfin ils sont très loin des niveaux qui prévalaient par exemple en 2018, quand cette même réserve fédérale était en pilote automatique. Donc aujourd'hui, elle est sans doute encore en pilote automatique. La question, c'est pour combien de temps? Alors, nous, chez Carmignac, on estime que ce sera pour 3-4 mois avant de voir quel impact ça aura, parce que c'est pas une science exacte non plus. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'est quand même qu'à la rentrée, au début de l'automne, il y aura une évaluation déjà à faire du resserrement des conditions financières dans le marché, par la remontée des taux directeurs, par la baisse du bilan, etc. Oui, et puis comme vous le soulignez... Les marchés attendent ce rendez-vous. Oui, et puis comme vous le soulignez, on parle de la décélération de l'inflation aux États-Unis. Alors là, si je me base sur ce qu'anticipent les marchés, ça fait des taux américains à peu près à 2%, un peu dans ces eaux-là. L'inflation aux États-Unis en septembre, elle ne sera pas revenue à 2%. Elle sera encore à... 5 et plus. Oui, voire au-delà. Voire entre 6 et 7. D'accord. Donc on ne sera pas encore arrivé au bout de cet exercice là. Par contre, comment est-ce que le marché immobilier va digérer ça? Ça, c'est une question. Non pas qu'on anticipe un atterrissage brutal du marché immobilier américain, mais il y a quand même des effets, des impacts sur les marchés d'actions, par exemple, ou les marchés des crypto-monnaies. Oui, c'est pas ce qui doit préoccuper le plus Jérôme Powell, quand même, j'imagine, à ce stade. Non, mais le corollaire à ça, c'est qu'il faut... il nous semble qu'il faut garder un biais, on va dire, relativement prudent dans ces portefeuilles, parce que, oui, les niveaux de valorisation, ils sont par définition plus attractifs aujourd'hui que ce qu'ils étaient il y a quelques mois. Pour autant, ça peut encore craquer davantage. Il y a encore un peu plus de risques que d'avantages à être peut-être à revenir fortement sur les actions aujourd'hui. Petite parenthèse autour de la Banque centrale européenne. Alors il y a beaucoup de déclarations en ce moment. Il y a beaucoup de banquiers centraux qui s'expriment. Christine Lagarde, Jérôme Powell hier. Mais il y a aussi Klaas Knot, qui est le gouverneur de la Banque centrale néerlandaise, alors qui est identifié, catalogué comme un très hawkish, très agressif, très orthodoxe. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais du coup, ce sont les gens qu'on écoute un peu plus aujourd'hui. Il semble poser sur la table l'idée que s'il faut aller vite et fort pour normaliser le taux de dépôt de la BCE, pourquoi pas faire une hausse de taux de 50 points de base le 21 juillet? Parce que le calendrier joue un peu contre la BCE, il faut aller vite, et en même temps, les prochains meetings sont encore loin, 9 juin, et surtout 21 juillet, où on attend là une décision de hausse de taux. On n'imaginait pas, il y a 3 ou 4 mois, que la Fed puisse aligner des hausses de taux de 50 points de base. Aujourd'hui, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a un peu de travail à faire aussi du point de vue de la Banque centrale européenne? En tout cas, est-ce qu'il y a une probabilité non nulle que, effectivement, cette possibilité se pose? Oui, alors, sur la séquence, ce qui est attendu, c'est bien que
on va dire, sur la réunion de juin, soit annoncé la fin des programmes d'achat d'actifs. Donc, on respecte la forward guidance, désolé pour l'anglicisme. Et puis ensuite, que sur la réunion de juillet, il y ait bien une hausse de taux. La hausse de taux de 50 points de base, elle est probabilisée à 0 par les marchés aujourd'hui. Oui, mais donc on regarde quand même. Donc, on avait eu cette même discussion il y a quelques trimestres de ça. On va dire la réserve fédérale américaine est passée à côté. C'est-à-dire, passée à côté. Elle n'a pas commencé par une hausse de 50 points de base. C'est vrai. La situation aux États-Unis n'est pas tout à fait la même qu'en zone euro. La probabilité attachée à une hausse de 50 points de base dès le mois de juillet est sans doute assez faible. Mais par contre, on pourrait bien avoir, à partir du mois de juillet, 4 hausses de taux. C'est-à-dire que pour chaque réunion de la Banque centrale européenne, on aura bien une hausse de taux de 25 points de base. Et ça nous amène quand même sur des taux de dépôt en zone euro. Oui, à plus 0,50. Exactement, et ça fait longtemps que ça ne s'est pas vu. Oui. Bon, l'histoire continue, c'est une discussion permanente sur ces questions d'inflation et de normalisation des politiques monétaires. Maintenant, les prix de marché, globalement, se sont quand même nettement ajustés à cette idée-là. Oui. Est-ce que l'ajustement des prix est suffisant là pour... alors, vous disiez, on reste quand même globalement défensif, mais est-ce qu'on retrouve quand même des intérêts sur certains segments de marché, sur certaines classes d'actifs aujourd'hui, après l'ajustement des prix ? Alors oui, clairement, et ça commence, la séquence elle est souvent comme ça, c'est-à-dire que un 10 ans américain à 3%, oui, il peut monter un petit peu plus haut, mais il y a quand même, on va dire, le gros du chemin, il a sans doute été fait. Donc ça, c'est la première potentielle poche de valeur, ou en tout cas poche de gestion des risques qui peut être utilisée. Il y en a une deuxième, ce sont les marchés du crédit. Là aussi, on a une hausse des taux d'intérêt, on a aussi une hausse des primes de risque sur ces marchés du crédit, et on a des marchés du crédit du haut rendement européens, américains. Alors, certes, ce sont des entreprises qui sont relativement endettées, mais on a des rendements aujourd'hui qui sont entre 6 et 7,5%. 6 et 7,5%, ça permet de digérer, on va dire, une remontée des taux de défaut qui est quand même relativement significative. Oui, c'est ça. Ça permet de faire face même à un ralentissement un peu majeur de l'économie américaine. Exactement. Et même si on raisonne plus en termes de marché, c'est-à-dire que des marchés du haut rendement à 6%, ça permet de ne pas perdre de sous si on a un écartement de plus sur ces primes de risque du crédit de l'ordre de 1%. Donc, et on part de niveaux qui sont quand même relativement élevés, 450 points de base de à peu spread, près. Donc là, il y a clairement, il commence à y avoir des poches de valeur. Après, le risque, c'est bien que le durcissement des conditions financières, il passe pas que par les taux, il passe pas que par le dollar, il passe aussi par la remontée des primes de risque. Mais on commence aujourd'hui à être payé pour pouvoir prendre ce risque-là. Sur les actions, en général, la séquence, elle se fait bien en 3 fois. Et donc, il y a les taux, il y a le crédit, puis après viendra le temps des actions. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt encore, je le disais. On a des taux réels autour de 20 points de base aux États-Unis. Des indicateurs de valorisation sur du MSCI Monde, 15-16 fois. En 2018, on avait des taux réels quasiment 1% au-dessus, et les multiples de valorisation, ils étaient plutôt à 13 fois. Donc, je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire. Non, mais si, ça donne la perspective, ça donne les équilibres. Et ça permet de voir aussi un petit peu comment est-ce que quand on gère des portefeuilles multi-actifs, on peut gérer cette séquence-là. Merci beaucoup, Kevin. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, avec nous en plateau. Et c'est bien la question de la normalité retrouvée sur les marchés actions qu'on va poser à Nouran Charer. Je le rappelle, à nos côtés en plateau également, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour, bienvenue Nouran. Effectivement, si on se focalise sur les marchés actions, donc on comprend à écouter Kevin que oui, sur les marchés de taux souverains, sans risque, voire de crédit, on retrouve des primes qui sont une normalité, on va dire, suffisante aujourd'hui pour réintéresser les investisseurs. Quand on fait l'exercice d'analyse des marchés actions, quand on compare le niveau de prix en relatif, le niveau de valorisation qu'on peut retrouver dans les grands secteurs ou dans les grands styles du marché action, croissance, value, est-ce qu'on retrouve là aussi un semblant de normalité un peu suffisant peut-être pour s'intéresser à nouveau de manière plus constructive au marché action ?
Alors c'est vrai que depuis le début d'année, je suis complètement d'accord avec ce qui est dit sur le marché de taux. On a retrouvé une certaine forme de rationalité, une certaine forme de normalisation qui était liée aussi à des excès particulièrement forts. Donc le réajustement a été très violent. Donc vous le disiez, on a des taux d'intérêt réels qui sont redevenus positifs. Donc ça signifie que le marché obligataire est redevenu attrayant. On a une prime de terme qui s'est reconstituée. Donc ça c'est intéressant. Et on a des taux d'intérêt réels qui correspondent peu ou prou à la croissance potentielle sur chaque zone. Donc on a une certaine normalisation sur le marché de taux. Ça c'est important parce que du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché equity? On a également cette forme de normalisation qui a été actée sur le marché equity, sur le marché action, avec des niveaux de valorisation sur les indices qui ont retrouvé globalement leur moyenne historique à 5 ou 10 ans. Alors après, quand on parle de moyenne, il y a des hétérogénéités très fortes entre secteurs et entre styles de gestion. Si on regarde deux styles de gestion dont on parle, et on a une rotation sectorielle qui a caractérisé cette baisse de marché depuis le début de l'année, c'est la rotation sectorielle au profit de la value, au détriment des valeurs de croissance. Donc là, depuis le début de l'année, on a un écart de performance qui est historique. On est à 1700 points d'écart. Quand on regarde les niveaux de valorisation sur les valeurs de croissance, on a retrouvé une certaine forme de normalité, de normalisation en tout cas sur des moyennes historiques. On est à peu près à 20 fois les bénéfices. D'accord. Sur les marchés value, donc je rappelle ce que sont les secteurs value, ce sont les secteurs télécom, services aux collectivités, le secteur bancaire et les secteurs de consommation de base. Sur ces secteurs-là, on a une décote aujourd'hui qui est très forte par rapport à la moyenne historique. La décote de valorisation est de l'ordre de 25 à 30%. Pourquoi ? Cette décote-là, d'ailleurs, explique en partie un graphe qui fait très peur aujourd'hui aux stratégistes, aux gérants, c'est-à-dire l'écart de valorisation qu'on a entre les valeurs de croissance et les valeurs value. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un écart à peu près de 10 points entre les valorisations entre ces deux styles de gestion, entre ces deux types de secteurs. Alors qu'historiquement, on est plutôt à 6. Est-ce qu'on va avoir un retour à la moyenne ? L'écart est plus important quand bien même on a dératé une partie le segment croissance, vous dites. Oui. Pour autant, l'écart est resté important. Oui, c'est ça. La sous-valorisation, la décote de valorisation de la value explique que l'écart soit aussi important. Voilà. Et pourquoi, en fait, il faut vraiment comprendre. Et là, l'analyse, elle vient vraiment toujours des fondamentaux. Il ne faut jamais oublier l'analyse des fondamentaux pour expliquer des niveaux de valorisation. Pourquoi aujourd'hui, on a une décote importante sur ces secteurs-là ? Parce qu'en fait, on est en sortie de crise. Il ne faut pas oublier que sur ces secteurs dont je vous parle, qui sont des secteurs qui sont très cycliques, on a eu des baisses de la croissance des BPA de l'ordre de 45% en 2020. On est en train de renormaliser sur ces secteurs-là. On attend quoi comme croissance bénéficiaire sur ces secteurs-là ? On attend 14%. Bien évidemment, on n'est pas du tout sur une croissance normalisée. C'est des secteurs qui sont cycliques et qui, en tendance, dans un environnement normalisé, on a des croissances des BPA de 5%. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train de normaliser cette croissance bénéficiaire qui va peut-être d'ailleurs se renormaliser de manière un peu plus importante si on est dans un environnement économique qui est dégradé. Et cette renormalisation des earnings va effectivement amener en fait un repricing ou plutôt à une revalorisation des PE, des valeurs value. Donc les écarts, attention aux graphiques qui peuvent faire peur sur les écarts de valorisation. Et je rajouterai juste une chose qui est importante pour bien comprendre en fait qu'on n'est pas dans des environnements normalisés. Il y a un indicateur qui est très intéressant à suivre qui est le PEG. Donc c'est technique, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Enfin, je sais Grégoire que vous savez. Non, pas du tout. Non, mais il faut le réexpliquer. Le PEG, c'est quoi ? C'est que vous avez un niveau de valorisation et en fait vous rapportez ce niveau de valorisation actuel à une croissance normalisée des bénéfices sur les 3 et 5 prochaines années. Quand vous regardez cet indicateur... Combien je paye mon point de croissance bénéficiaire ? Voilà, futur. Mais ça, c'est important. Et ben aujourd'hui, quand vous regardez le PEG du segment value est à 3,5. Donc, bien plus élevé que le PEG du segment croissance. Donc, ça souligne bien ce que je disais. On est en pleine normalisation des croissances bénéficiaires. Donc vous dites qu'il y a quand même une espèce de mirage dans le PE de la value, là. Il y a un mirage qui est lié à l'explosion des earnings et au fait que les analystes anticipent que le rythme de croissance des bénéfices va pouvoir continuer à un niveau très soutenu encore. Oui, et puis il y a deux choses. Et ça, vous dites, attention.
il faut se méfier de cette idée-là. Oui, c'est-à-dire on n'est pas du tout, on est plutôt en renormalisation de ces croissances-là. Il y a un autre élément, je pense qu'il faut prendre en compte, qui vient quand même gonfler la croissance des BPA sur le segment value. C'est-à-dire que sur ces secteurs-là, c'est pas des secteurs à fort pricing power, on le sait, et c'est des secteurs en fait où on a des hausses de prix qui sont très fortes. Aujourd'hui, tous les secteurs, toutes les sociétés, je pense c'est rare, toutes les sociétés arrivent à passer des hausses de prix. Pourtant, toutes les sociétés n'affichent pas de pricing power. Et sur ces segments-là, en fait, on a vu ces croissances, ces résiliences de marge, en fait, masquent des fois une certaine faiblesse sur la croissance des volumes. On le voit sur le secteur automobile, par exemple. On a une très forte croissance des prix et pour autant, on a une très faible croissance des volumes. Oui, c'est-à-dire que effectivement, quand on peut plus produire de voitures, on produit celles qui sont les plus margées, et donc effectivement, ça donne une illusion de pricing power, mais dans une situation normale, ces groupes-là, vous dites, ils n'ont pas le pricing power qu'ils réussissent à afficher aujourd'hui. Non, parce que si vous regardez ce qu'on appelle le vrai pricing power, c'est un mot qui est assez galvaudé aujourd'hui, mais le vrai pricing power, c'est tout simplement les secteurs qui, de par leur position dominante, leur marque forte, les barrières à l'entrée qui sont élevées, arrivent en fait à imposer et à augmenter les prix quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, les secteurs à pricing power, c'est le luxe, c'est la santé et la technologie. Donc ça, je veux dire, c'est indéniable, c'est des secteurs qui effectivement affichent des hausses de prix très fortes en période inflationniste. Il y a d'autres secteurs qui sont plus des secteurs de commodité ou des secteurs qui aujourd'hui, soit des secteurs de commodité comme la chimie et l'industrie, soit des secteurs de type l'automobile et l'hôtellerie et loisirs, qui affichent en fait des hausses de prix, mais qui surfent sur un déséquilibre offre-demande. Alors qui surfent, c'est pas vraiment le terme, qui subissent en fait les déséquilibres offre-demande et qui donc répercutent facilement aujourd'hui la hausse de prix. Quand il y a des pénuries, c'est facile d'ajuster avec le prix. Et est-ce que ce pricing est structurel et durable ? Non. Aujourd'hui, bien évidemment, on le sait, ce ne sont pas des secteurs à fort pricing power, puisqu'il n'y a pas, dans le secteur automobile, c'est vrai qu'à part des marques très premium, globalement le secteur automobile, on l'a vu dans le passé, n'est pas en fait un secteur qui arrive à imposer une hausse des prix structurelle. Et donc pour conclure, la vraie normalisation du marché action, c'est quand on aura comblé une partie en tout cas de cet écart entre la value et la croissance, Nourane, et la résorption de cet écart, c'est plutôt la remontée des PE de la value qui va permettre de compléter cette idée-là. Oui, alors il faut voir qu'on n'est pas dans un environnement, moi j'aime pas trop, on n'est pas dans un environnement qui est irrationnel. On est dans un environnement qui est rationnel. Aujourd'hui, effectivement, on l'a vu, donc les niveaux de valorisation sont effectivement plus raisonnables, qui étaient liés en fait. On a eu des excès importants de valorisation sur les valeurs de croissance, mais qui sont vérifiés à chaque sortie de crise. C'est-à-dire que pendant toutes les crises, qu'elles soient économiques, financières ou sanitaires, bien évidemment, en fait, on va favoriser les valeurs de croissance. Donc, en fait, on va créer une prime à la qualité. Cette prime à la qualité se dégonfle. Alors, elle se dégonfle d'autant plus rapidement si elle a été d'autant plus importante et si, effectivement, l'ajustement sur le marché de taux est violent. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en fait, donc, du coup, on est dans un marché qui est plus rationnel et les écarts de valorisation, effectivement, entre les segments fortement cycliques et les segments à croissance plus visible et de meilleure qualité va se résorber par effectivement une revalorisation ou une renormalisation des fondamentaux. Merci beaucoup Nourane, merci pour cet exercice pédagogique, effectivement bien comprendre quand même les ratios de valorisation et c'est peut-être le moment de remettre le PEG sur le devant de la scène. C'est vrai que c'était... Non mais c'est un ratio qui était assez tombé un peu en désuétude d'après ce que j'ai compris chez les analystes, mais certains sont justement en train de remettre le PEG sur le devant de la scène. Merci beaucoup, merci à vous deux. Et Nourane Chaher, donc, qui était avec nous, directeur de la gestion de Mansartis, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.